Salut, c'est le Jérôme. Pendant tout l'été et jusque début octobre, on a fait de très belles récoltes de tomates, notamment grâce à la serre qui a fait exploser les quantités produites. Mais au-delà de les déguster presque à tous les repas, on a aussi pensé à reproduire les semences, faire quelques conserves et même utiliser les dernières tomates que les plants ont produites en fin de saison. Alors voici un petit topo de tout ce qu'on a fait. La tomate est une plante herbacée de la famille des Solanacées, dont la fleur est autofertile et autogame. Et de par sa morphologie, les étamines et le stigmate ne sont pas accessibles. Cela ne veut pas dire que la tomate se reproduit toute seule, car le vent ou des insectes doivent tout de même venir secouer les fleurs pour que la pollinisation s'opère. Le pollen semble inaccessible, sauf pour les bourdons, car à la fréquence de vibration de leurs ailes, les fleurs expulsent leur pollen. Sous nos latitudes, cela rend les pollinisations croisées assez difficiles, car aucun insecte ne peut rentrer dans la fleur. Mais grâce à cela, les variétés de tomates sont assez faciles à reproduire fidèlement par semis. On va donc récolter les semences des variétés des tomates que l'on souhaite reproduire, et pour cela on a rassemblé les plus beaux fruits des plus beaux plants. Les semences de tomates sont renfermées dans une petite enveloppe gélatineuse qu'on ne peut pas stocker telle quelle. On peut bien sûr les faire sécher, mais ça colle partout et c'est assez difficile de récupérer les semences ensuite. Une façon de procéder est de faire fermenter les amas de semences, ce qui va décomposer les petites enveloppes autour des graines. Pour cela, on coupe les tomates en deux et on dépose les semences dans un bocal en pressant légèrement. Et puis, ce qui est bien sympa avec les tomates, c'est qu'en plus, on va pouvoir manger les plus beaux fruits. On note bien sûr la variété sur chaque récipient car toutes les semences se ressemblent. Et on va laisser quelques jours à température ambiante. Bon, s'il fait chaud, ça va plus vite. Après que cela a bien fermenté, la pulpe est dissoute dans le liquide et il suffit de bien rincer. Comme les graines coulent au fond du récipient, c'est assez facile de rincer sans qu'elles ne s'échappent. Un dernier rinçage à travers un tamis, et puis on les dispose sur un petit rondat de bois pour le séchage. Le bois pour nous est idéal car il a la capacité de bien absorber l'humidité résiduelle et ne colle pas aux graines. Après quelques jours, quand c'est bien sec, il n'y a plus qu'à mettre dans un petit sachet, en notant la variété et l'année de la récolte. Et voilà, et finalement ça ne restera pas bien longtemps en sachet, car déjà en février, on pourra commencer les premiers semis pour les plants de l'année à venir. Au fil des ans, on a reproduit de plus en plus de variétés, qu'on trimballe déjà depuis une dizaine d'années pour certaines, à l'époque cultivées en pot ou à l'intérieur sur un balcon. Et comme les semences se conservent plusieurs années, on n'est pas obligé de semer toutes les variétés chaque année pour renouveler les semences, ce qui permet de faire varier les productions tout en ayant plein de variétés disponibles. Des tomates, on en a eu beaucoup. Mais alors, beaucoup. Plus que nécessaire pour notre seule consommation. Alors, comme pour beaucoup de choses, quand on en a en quantité, c'est quelque chose à partager. Mais aussi, avec les moins belles, on va pouvoir réaliser quelques conserves ou coulis pour pouvoir les utiliser pendant tout l'hiver. L'année dernière, on avait réalisé du ketchup, mais comme on en a encore, cette année, on va faire un maximum de coulis. D'abord, un bon nettoyage et rinçage à l'eau. Et puis, on découpe grossièrement les tomates et on retire tout le gel avec les petites graines, sinon le coulis serait vraiment trop liquide. Faire ces conserves, ce n'est pas sans risque si on ne prend pas garde à ce que l'on fait, notamment à cause d'une bactérie, Clostridium botulinum, qui sécrète la toxine botulique, responsable du botulisme, dont il y a encore quelques cas d'intoxication rapportés chaque année. La bactérie est assez présente dans la terre, c'est pourquoi on a pris soin de bien nettoyer les tomates en premier lieu. Une des bases est donc la propreté des mains, des fruits et des ustensiles. Pour que cette bactérie ne puisse pas se développer, il faut soit la détruire par la chaleur pendant 10 minutes à 120 degrés,
soit être en milieu acide avec un pH inférieur à 4,6 ou avoir un degré de salinité d'au moins 15%. Pour la plupart des confitures et conserves de fruits, il n'y a en général pas de souci grâce à l'acidité naturelle des ingrédients. Mais avec les tomates, même si c'est un aliment réputé acide, il ne l'est pas suffisamment pour inhiber le développement de la bactérie. On va de toute façon stériliser les coulis, sauf qu'en fait, on pourra difficilement dépasser les 100 degrés. Et à cette température, le temps nécessaire pour détruire la bactérie est assez long. On va aussi cuire la préparation dans une casserole à pression pour que cela soit d'une part rapide, mais aussi car la température pourra dépasser les 100 degrés. Et on ajoute aussi quelques cuillerées de vinaigre pour diminuer le pH. Bon, idéalement, on devrait mesurer avec une petite bandelette, mais on n'en a pas. Et tout le bol avec les petites graines de tomates? Eh bien, c'est pas pour le compost, car il y a des petites poulettes qui sont bien contentes de pouvoir se rafraîchir un petit peu avec tout ça. Après 10 minutes, la cuisson est terminée et on va laisser s'échapper la vapeur à l'extérieur, histoire de ne pas faire rentrer toute cette eau à l'intérieur. Un petit coup de mixeur. Et puis c'est prêt à être mis en bocaux. Et on recommence avec le suivant. Une fois qu'on a rempli tous les bocaux, on passe à l'étape de stérilisation. Pour cela, on le fait sur le poêle à l'extérieur, où les bocaux sont immergés dans de l'eau et mis à bouillir pendant 2 heures. Et quand la casserole n'est pas complètement pleine, on rajoute quelques pierres pour que les bocaux ne puissent pas bouger. Bien nettoyé, cuit à la casserole pression avec un peu de vinaigre et ensuite stérilisé, normalement on ne devrait pas avoir de problème. On exagère peut-être, mais on veut vraiment prendre toutes les précautions possibles. Même si les chances sont très faibles, ce n'est pas parce qu'on gagne souvent à la roulette russe qu'on gagnera à chaque fois. Et voilà pour les coulis. On peut aussi agrémenter le coulis ou la préparation avec d'autres légumes. C'est parce qu'on n'a pas d'aubergine, sinon, bien sûr, on ferait de la ratatouille. Petit clin d'œil au jardinier du Sud. En arrière-saison, et c'est d'autant plus marqué qu'on est en fond de vallée, la durée d'ensoleillement diminue fortement et la fraîcheur s'installe. Cela fait que les derniers fruits encore verts sur les plants ne viendront pas à maturité. Et c'est dommage car des fruits verts on en a encore récolté une assez grande quantité. Il est bien sûr toujours possible de les faire rougir après la récolte à l'intérieur, mais ce n'est pas pareil nutritivement et au niveau du goût, les fruits n'ont pas eu le soleil qu'il leur fallait. Mais on va tout de même préparer quelque chose avec ces tomates. Avec une partie des tomates vertes, on va faire une confiture. C'est donc un test car on ne connaissait pas du tout. Alors la préparation et consommation de tomates vertes soulève tout de même la question de la solanine qui est présente en plus grande quantité dans le fruit quand il n'est pas encore mûr et qui est une substance toxique. Sur cette question, on a pu tout lire et après quelques recherches, il semblerait que la cuisson ne modifierait pas significativement la quantité de solanine car la température est trop faible. Et par exemple, une pomme de terre verte qui contient beaucoup de solanine reste toxique même après cuisson. Mais à de faibles doses, la consommation de solanine n'est pas un problème. Et dans les aliments de la famille des solanacées, les fruits mûrs ne contiennent en général qu'une très petite quantité de solanine, ce qui les rend propres à la consommation. Sachant donc tout cela, la consommation de tomates vertes, même transformées, est tout de même possible, mais il ne faut pas en abuser. La veille, on découpe les morceaux de tomates qu'on met dans un grand saladier. Comme elles ne sont pas mûres, ce n'est pas fort liquide et il n'y a pas besoin de retirer les graines à l'intérieur, qui ne sont d'ailleurs pas encore totalement formées. On recouvre les tomates de sucre, environ 2/3 du poids des tomates. Bien mélanger et on laisse reposer une nuit. Le lendemain, il n'y a plus qu'à cuire la préparation dans une bassine à confiture. On peut aussi y ajouter quelques épices ou herbes, mais comme c'est nouveau pour nous, on préfère d'abord voir ce que cela donne nature.
Après cuisson, la tomate est encore assez ferme, donc on la mixe pour avoir une texture plus fine. Et c'est directement mis en bocaux. Et enfin, toujours avec les tomates vertes, on peut les lactofermenter pour en faire un pickles de tomates. On en a fait deux versions, une avec des tomates découpées en morceaux où l'on va ajouter 10 g de sel par kilo de chair qui seront répartis au fur et à mesure du remplissage du bocal. Il faut bien tasser et c'est l'eau contenue dans les tomates qui fera en fait la saumure. On en a fait aussi des bocaux avec des tomates cerises entières, agrémentées de quelques épices comme des graines de fenouil et de coriandre qu'on avait fait sécher. Et puis dans ce cas-ci, on a recouvert le tout d'une saumure préparée avec 30 g de sel par litre d'eau. Pour le botulisme avec la lactofermentation, on est bien au-dessus des 15% de salinité minimum pour n'avoir aucun risque. Et en plus, c'est une fermentation acide qui diminue fortement le pH. En ce qui concerne la solanine, le fait que la lactofermentation la détruirait n'est que partiellement vrai, car seule une partie de la solanine est dégradée après fermentation complète des aliments. Il n'y a plus qu'à patienter un petit peu avant de pouvoir essayer tout cela. On a donc testé la confiture de tomates et c'est assez particulier, mais il faut reconnaître que ce n'est pas mauvais du tout. Et les pickles de tomates vertes, c'est bon aussi, mais rien à voir avec le goût de la tomate, à consommer à l'apéritif ou en accompagnement. Voilà donc comment nous on s'y prend pour prolonger la consommation de ces délicieuses tomates pendant tout l'hiver, ce qui demande tout de même un petit peu de précaution pour ne pas prendre de risques inutiles, il est important de le rappeler. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, passez du temps au jardin et à bientôt!